Le gouvernement des USA s'est montré incapable de déterminer la provenance de l'argent qui a servi à financer les attaques du 11 septembre. Au bout du compte, la question a peu d'importance. Fin de citation. Comment pouvez-vous prétendre que la question qui a financé la mort de 3000 Américains le 11 septembre a, je cite, peu d'importance? Parce que ça demande si peu d'argent. C'est l'affreuse vérité. Parce que moins de 500 000 $, c'est difficilement traçable. Nous avons pu retrouver une partie des 500 000 $, mais par petites tranches. Vous avez parlé de 500 000 $ pour financer les opérations du 11 septembre. Eh bien, nous savons que 100 000 $ ont été transférés à Mohamed Atta par le patron de l'ISI pakistanaise. Je ne suis pas au courant des 100 000 $ versés à Mohamed Atta, mais je pense que le Pakistan est le pays le plus dangereux au monde. Pourquoi y a-t-il une telle volonté à camoufler cette transaction entre l'ISI et Mohamed Atta? Parlons de ce transfert. Le gouverneur Keane ne pouvait pas le démentir parce que le FBI et le Wall Street Journal ont confirmé que le général Mahmoud Ahmad l'avait bien effectué. Mais la commission a soutenu que la question du financement n'est pas importante et attribuer une responsabilité, ce n'est pas essentiel pour eux. Mais pour nous, si. Et comme si le financement n'était pas assez suspect, plusieurs pirates de l'air se seraient entraînés dans des bases de l'armée américaine. Il est difficile de croire que 2 des présumés terroristes impliqués dans ce qui s'est passé mardi aient pu fréquenter des écoles dirigées par les forces armées américaines. Et cela, selon les propos même d'un haut gradé de la défense. Ahmed Al-Nami, Ahmed Al-Ghamdi et Saïd Al-Ghamdi ont indiqué une adresse sur leur permis de conduire et leur carte grise qui correspondait au poste naval de Pensacola en Floride. Selon certaines informations, Mohamed Atta serait diplômé de l'école internationale des officiers située sur la base aérienne de Maxwell dans l'Alabama. En réponse à une loi sur la liberté d'information, le capitaine Jason Taylor a confirmé qu'un certain Mohamed Atta s'y était bien entraîné entre 1998 et 1999, mais il n'a pas vérifié qu'il s'agissait de la même personne. Abdulaziz Al-Omari a fréquenté la base aérienne de Brooks à San Antonio au Texas. Saïd Al-Ghamdi et d'autres ont fréquenté l'Institut de langue de la défense à Monterey en Californie, comme l'a confirmé le lieutenant-colonel Steve Butler, alors président du département des étudiants. Les médias américains ont cessé d'enquêter quand l'armée de l'air a prétendu « Nous ne parlons probablement pas des mêmes personnes ». 2 des pirates de l'air, Nawaf Al-Hamzi et Khalid Al-Midar, ont loué l'appartement d'un informateur du FBI et vécu avec lui. Curieusement, il a été signalé que plusieurs d'entre eux étaient encore en vie après les attentats. Finalement, nous avons été priés de croire que les prétendus pirates de l'air étaient des intégristes musulmans qui ont passé leurs derniers jours à se préparer pour le paradis. Cependant, la semaine précédant les attaques, plusieurs d'entre eux ont bu, visité des clubs de striptease et commandé des prostituées. Tout compte fait, Atta et son cousin sont restés cloîtrés chez eux, excepté jeudi dernier, où, dans ce bar de Hollywood, en Floride, on aurait vu les 2 hommes y boire beaucoup et refuser de payer l'addition. Et le type s'est senti très offensé, m'a dit « Je peux payer ma note, je suis pilote d'avion ». J'ai répondu « D'accord ». Mahed Moked est repéré plusieurs fois dans un sex shop. Hamza Al-Ghamdi a commandé un film pornographique dans son hôtel le 10 septembre. Pour le maire de Paterson, dans le New Jersey, ils ont passé plus de temps dans des clubs de striptease que dans les mosquées. Indépendamment de leurs actes, la présence de certains des pirates de l'air était connue depuis 2000. Que savons-nous et depuis quand? C'est ce que certains membres du Congrès demandent actuellement et de manière insistante. Savions-nous, un an avant le 11 septembre, que l'un des pirates de l'air était une menace terroriste? Le lieutenant-colonel de l'armée, Anthony Sheffer, a rendu publique l'information selon laquelle Able Danger, un projet militaire pour lequel il a travaillé en 2000, avait identifié Mohamed Atta en dévoilant son identité et même sa photo et celle de 3 autres pirates de l'air du 11 septembre comme possibles membres d'Al-Qaïda. Nous avons identifié les noms des 4 des pirates de l'air du 11 septembre, avant le 11 septembre. Mais il ajoute aussi que début septembre 2000, les 3 réunions qu'il avait planifiées avec le FBI furent annulées par des avocats militaires. Sheffer se rappelle aussi d'avoir parlé de Atta à l'équipe de la commission du 11 septembre à propos d'un rendez-vous en Afghanistan et de ce que les services secrets avaient trouvé en 2000. Il fut surpris de constater cet oubli dans le rapport de la commission. La personne qui a retiré les documents m'annonce confidentiellement que la commission
a reçu l'équivalent de 2 mallettes. Je peux vous affirmer avec certitude qu'il s'agissait à peine du 20e des informations sur Able Danger que nous avions évoquées lors de notre rendez-vous. L'un des porte-parole de la Commission a déclaré que rien qui provienne du Pentagone au début 2004 ne permet de confirmer ce que dit Schaeffer et qu'aucun des documents mis à la disposition de la Commission ne mentionne Atta ou l'un des futurs pirates de l'air. Où est-il? Cherchez l'erreur. Où se trouve ce mystérieux graphique qui prétend que Atta était plus ou moins lié à ces autres pirates de l'air? Nous aimerions le voir. La compagnie qui a produit ces graphiques, Orion Scientific Systems, soutiendra que seulement 2 graphiques furent élaborés et que Mohamed Atta ne figurait sur aucun d'entre eux. Voici les graphiques. Montre-les, John. Déploie-les bien. Ce sont tous les graphiques produits par Orion. Ils ont suscité un énorme travail. Orion a donc menti à l'équipe de la commission sénatoriale. Un tel labeur. Et cette compagnie lui a même précisé « Nous n'avons pas connaissance de ces graphiques, ce ne sont pas les nôtres ». Eh bien les voilà, avec leur logo dessus. Monsieur le Président, au moins 2 personnes qui vont témoigner aujourd'hui ont été menacées de retrait de leur certificat de sécurité si elles continuaient à parler de tout cela. Pouvez-vous identifier ces 2 personnes? Je le ferai, mais de préférence en privé, puisque le département de la Défense a interdit à quiconque de témoigner. Mais je livrerai cette information au comité. Personnellement, je ne comprends pas pourquoi, si j'ai bien tout saisi, et corrigez-moi si je me trompe, les témoins que nous pensions entendre aujourd'hui et qui travaillent au département de la Défense ont été écartés. Qu'ils soient présents ou pas dans cette salle, on m'a certifié qu'ils ne pouvaient témoigner. Je pense que c'est une grave erreur. Voici un graphique d'Al-Qaïda et de ses cellules dans le monde. La plupart de ces données furent obtenues avant le 11 septembre, grâce au travail d'Able Danger. Vous le constatez, on y voit une photo de Mohamed Atta. Qu'est-ce que cela représente? Et il représente l'organisation et les activités associées à Al-Qaïda, leurs implications dans les événements du 11 septembre et après. Et à l'époque où la Commission s'est emparée du sujet, début 2004, les graphiques avec Mohamed Atta existaient encore. Il y avait un graphique dans le bureau de M. Smith. Ce graphique aurait dû demeurer au siège de la DIA parce qu'il n'avait pas été détruit avec les dossiers du lieutenant-colonel Schaeffer avant le printemps 2004, ceux-là même que possédait M. Smith. Nous avons été contraints de réduire notre soutien à Able Danger et finalement de l'interrompre à cause d'une surveillance accrue des services secrets. Soutenus avec force par le commandement du LIWA et de l'INSCOM, nous avons activement travaillé à ignorer cet arrêt pendant les mois qui ont suivi. Ensuite, avec Terry Stephens, nous avons été contraints de détruire tous les graphiques, les données et autres analyses que nous n'avions pas encore transmis à la commission liée à Able Danger. Un autre fonctionnaire de la Défense témoignera aujourd'hui qu'on l'a obligé à détruire près de 2,5 terabytes de données. Je ne savais pas ce que ça représentait, nous avons donc contacté la bibliothèque du Congrès. C'est égal à 1/4 de toutes les collections écrites que possède la bibliothèque du Congrès. Êtes-vous capable d'évaluer la crédibilité du capitaine Philpott, celle du colonel Schaeffer, de M. Westphal, de M. Preiser et de M. Smith, et de bien établir cette crédibilité quand ils disent avoir aperçu Mohamed Atta sur un graphique? Oui, monsieur. Je leur fais toute confiance. Le lieutenant-colonel Tony Schaeffer, qui fut le premier membre d'Able Danger à rendre publiques ces informations, a reçu l'ordre de la DIA de ne pas parler aux membres du Congrès ou de son personnel sans approbation préalable. Et le laissez-passer qui l'autorisait à recouper des informations classifiées lui a été confisqué. Les membres du Congrès ont déclaré « Schaeffer a été réduit au silence et puni pour s'être trop exprimé ». La réponse officielle à Able Danger a commencé en septembre 2005 avec une lettre envoyée par Slade Gordon, membre de la commission du 11 septembre, au sénateur Arlen Specter. Gordon conclut en écrivant « Puisque Condoleezza Rice, le président Bush et la Maison-Blanche ont refusé d'admettre qu'Able Danger avait identifié les pirates de l'air, cela n'est jamais arrivé. » Une enquête de 6 mois, conduite par le comité d'information du Sénat, a conclu en décembre 2006 qu'Able Danger n'avait pas identifié Mohamed Atta ou tout autre pirate de l'air du 11 septembre. Pouvons-nous être sûrs que les pirates de l'air étaient des radicaux musulmans en mission suicide? Ou est-il possible qu'ils aient pu bénéficier d'entraînement, de fonds et de protection aux États-Unis même? Oui, j'écoute. Madame, ici Sergent Miller. Oui. Je tenais à vous informer de nos exercices de vol en cours, de l'exercice de vol d'attaque. Ok. Reçu? Bien reçu. Merci.
Entre septembre 2000 et juin 2001, l'administration fédérale de l'aviation, la FAA, enverra 67 fois des chasseurs intercepter des avions perdus. Ces interceptions sont une routine et se produisent habituellement 10 minutes après le signalement d'un problème, comme la perte du contact radio et du signal transpondeur ou le non-respect d'un itinéraire. Le matin du 11 septembre, selon les rapports officiels, 4 avions commerciaux volaient en dehors de leur itinéraire et sans communication. Aucun d'entre eux ne sera intercepté. Comment est-il possible qu'à 4 reprises bien distinctes, le même jour, une infrastructure militaire et d'information de plusieurs milliards de dollars soit mise en échec? Il n'est jamais apparu à qui que ce soit sur la manière de protéger l'Amérique qu'un jour, des esprits diaboliques utiliseraient non pas 1, mais 4 avions de ligne contre des cibles aux USA. Jamais. Je pense que personne n'aurait pu prévoir que ces gens projetaient d'envoyer un avion s'écraser contre le World Trade Center et un autre contre le Pentagone. Personne dans le gouvernement, et pas même nos prédécesseurs, n'aurait pu penser à des avions visant des bâtiments à une si grande échelle. Et pourtant si, les stratèges militaires américains avaient imaginé et mis en pratique ces scénarios. Comme l'a écrit USA Today, le commandement de la défense aérienne, le NORAD, a procédé à des exercices avec des chasseurs simulant des détournements d'avions se dirigeant vers le World Trade Center 2 ans avant les attaques. Les stratèges du Pentagone avaient aussi prévu une attaque visant leur édifice 5 mois avant que cela ne se produise. D'après ce courriel du Pentagone d'avril 2001, les fonctionnaires de l'US Air Force souhaitaient faire une simulation dans laquelle un groupe terroriste détournerait un avion de ligne pour l'écraser contre le ministère de la Défense. L'idée consistait à vérifier le temps de réaction pour lancer des chasseurs, mais dans l'email du Pentagone, le plan fut annulé au dernier moment par des cadres supérieurs de la Défense car jugé trop irréaliste. À venir, des questions importantes sur la réponse du NORAD le jour de l'attaque. Pourquoi, en dépit des simulations et des menaces, les chasseurs ne se trouvaient ni à New York ni à Washington? Une histoire étonnante. Merci, Brian Wells. Un exercice appelé Amalgame Virgo, qui simulait des attaques terroristes réussies, fut conduit les 1er et 2 juin 2001. Son but, se concentrer sur les menaces non conventionnelles, comme le détournement d'un avion en vol. Un plan simulait le détournement d'un avion commercial qui serait lancé contre le Congrès. La seconde partie de l'exercice, qui fut planifiée mais pas exécutée avant le 11 septembre, impliquait 2 avions avec de vrais pilotes au décollage et des agents du FBI dans le rôle des pirates de l'air qui auraient détourné les avions vers des lieux sûrs. Et qu'y avait-il sur la couverture du dossier? Osama Ben Laden. En réalité, ces multiples manœuvres ont préfiguré le 11 septembre. La question était, nous avions 4 simulations en cours le 11 septembre. Et cette question que j'ai tenté de poser avant que le ministre de la Défense aille déjeuner était, les 4 exercices de simulation ont-ils, oui ou non, affaibli notre capacité à répondre aux attaques subies le 11 septembre? La réponse à la question est non, cela n'a pas diminué notre potentiel. Comme le général Eberhardt, responsable du NORAD, l'a certifié à la commission du 11 septembre, et je crois qu'il leur a dit, cela a amélioré notre capacité à répondre. Il y a eu 2 exercices CP et un autre du ministère de la Justice qui n'avait rien à voir avec les 3 autres. Et un dernier en cours parce que les Russes effectuaient des manœuvres près de l'Alaska. En fin de compte, est-ce que ces manœuvres ont aidé ou entravé notre capacité à répondre? Le 11 septembre correspondait au second jour de Vigilant Guardian, un exercice supervisé par le Haut Commandement et le NORAD qui simulait des détournements d'avions dans le nord-est des États-Unis. Vigilant Guardian fait partie de Global Guardian, une simulation de fin du monde à grande échelle dirigée de la base aérienne d'Offutt en coopération avec le NORAD. D'abord prévu pour se dérouler fin octobre, Global Guardian fut avancé à septembre.